qui est dédié au Fonds structurel européen. Donc, je suis Jessica Leborgne, chargée de plaidoyer pour le mouvement associatif. Et pour m'accompagner lors de ce webinaire, nous aurons donc trois intervenantes. Voilà, donc trois intervenantes, avec tout d'abord Anne Lenoble, qui est chef de projet fonds structurels pour la Fondation Apprentis d'Auteuil, Céline Bellinck, responsable des fonds européens pour APF France Handicap, et Anne Huet, qui est responsable régionale des actions associatives pour la direction régionale Nouvelle-Aquitaine d'APF France Handicap. Donc, pour le bon déroulé de ce webinaire, nous vous invitons à vous renommer en indiquant votre nom et prénom en suivant les étapes suivantes. Donc, vous pouvez cliquer sur Participants, puis sur l'onglet Plus et enfin sur l'onglet Renommer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. En ce qui concerne les règles de modération, nous vous invitons à indiquer l'ensemble de vos questions via le module questions-réponses, donc sur la barre d'information. Et pour votre information, ce webinaire va être enregistré, et l'ensemble des informations vous seront communiquées à la fin de ce webinaire dès lors que vous êtes bien inscrit. Donc, pour passer maintenant au sommaire de ce webinaire, nous allons commencer par une brève introduction, à la suite de laquelle nous serons présenter le groupe de travail du mouvement associatif dédié au financement européen. Puis, nous vous présenterons la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds structurels européens avant de vous présenter les bons réflexes à avoir en tant que porteur de projet pour se lancer sur les financements européens. Et vous aurez ensuite l'occasion d'entendre deux témoignages de porteuses de projets. Et nous vous diffuserons à la fin de ce webinaire les ressources et liens utiles pour approfondir ce sujet. Donc, pour introduire ce webinaire, nous avons réalisé à l'occasion de la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds structurels européens un nouveau livrable dans le cadre donc, du groupe de travail du mouvement associatif sur les fonds européens. Et ce livrable s'intitule donc la programmation 2021-2027 des fonds structurels européens en 7 questions. Et il est dédié plus particulièrement au FSE. Donc, ce webinaire sera dédié aux fonds structurels européens et donc également au FSE+. Il ne traitera pas de l'ensemble des fonds européens. Ce sera peut-être un sujet pour un prochain webinaire, mais ce n'est pas le sujet de celui-ci. Mais ceci étant dit, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants. Bonjour. Je suis Anne Lenoble de la Fondation Apprentis d'Auteuil et je vais vous présenter le groupe de travail que nous avons constitué depuis plusieurs années déjà sur les financements européens. Les membres du groupe de travail sont les suivants: APF France Handicap, Apprentis d'Auteuil, Famille Rurale, la Croix-Rouge française, la Ligue de l'enseignement, le mouvement associatif Hauts-de-France et le mouvement associatif national. Donc, nous avons fait le choix de nous regrouper pour faire remonter ensemble nos besoins. Et je vais vous présenter rapidement les travaux que nous avons déjà réalisés. Donc, depuis 2020, nous faisons en sorte de pouvoir rencontrer les décisionnaires de ces programmes fonds structurels européens. Et nous avons beaucoup travaillé avec la DGEFP, qui regroupe les services instructeurs qui gèrent les fonds structurels européens et surtout le FSE, côté État. Donc, nous avons travaillé ensemble à la remontée de besoins que nous avons exprimés, comme la difficulté de trouver les appels à projets
parce que chaque direction en région lançait des appels à projets, donc il fallait aller regarder chaque site internet. Et l'avancée récente, c'est un guichet unique qui permet aux porteurs de projets d'avoir accès à tous les appels à projets qui sont lancés dans les différentes régions sur le FSE, donc côté État. Ce n'est pas encore le cas pour les appels à projets qui sont lancés par les régions. Donc, il faut encore aller regarder sur les différents sites Internet des régions pour trouver des appels à projets FSE ou FEDER qui pourraient intéresser les associations. Donc, ce guichet unique, vous le trouvez sur le site fse.gouv.fr. Voilà, dans nos avancées, nous avons aussi beaucoup œuvré pour faire remonter les difficultés de paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FSE, le FEDER sont des financements qui sont très intéressants pour les associations, qui sont structurants aussi, parce que vous devez rentrer dans une démarche de projet. Mais le paiement de ces subventions se fait une fois que vous avez transmis des justificatifs pour prouver que vous avez bien réalisé l'opération. Et en fonction de ces justificatifs, vous êtes ensuite payé. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'avoir un maximum, une systématisation des avances, au moins, pour pouvoir démarrer les projets. Donc, un fonds d'avance a été créé au niveau de la DGEFP. Ensuite, nous avons un certain nombre d'objectifs encore, c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef de filât. Ça, c'est une demande que nous avons fait depuis 2020. En tout cas, côté État, c'est la possibilité de se monter en consortium pour pouvoir faire des demandes de subventions. Alors, un consortium qui peut être porté par une structure plus grande et qui permet à des plus petites associations d'avoir accès aux fonds. C'est possible du côté des régions, mais ce n'est pas encore possible du côté de l'État. Et d'ici d'ici la fin de l'année, la DGEFP nous a informé de leur souhait de permettre en tout cas cette option. Voilà. Ensuite, nous avons fait en sorte d'essayer d'assister le plus possible à des instances décisionnaires, donc l'INCOPAP, qui est l'instance nationale de concertation de l'accord de partenariat, l'accord de partenariat étant le texte de référence global de ces fonds structurels européens, de participer au comité national de suivi du Fonds social européen, qui veille à la bonne réalisation de la programmation des fonds structurels, et le comité de pilotage de l'évaluation du Fonds social européen, dont l'objectif est d'évaluer tout au long de la période de programmation la bonne utilisation des fonds. Voilà, donc ce travail que nous réalisons, nous essayons de porter la voix des associations et de faire remonter les difficultés et d'essayer de proposer des solutions pour un meilleur accès à tout type d'association, que les associations soient aussi bénéficiaires des fonds sur un maximum de thématiques et d'essayer de faire en sorte que la gestion et le suivi de ces subventions européennes soient plus faciles et que l'on ait les informations sur les règles le plus rapidement possible. Voilà, donc je vais passer au sujet suivant, qui est la présentation de la nouvelle programmation. Est-ce que tu peux changer le slide, Jessica? Merci. Alors, ce qui change avec la nouvelle programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds structurels européens fonctionnent par période de programmation de 7 ans. Nous étions sur la programmation 2014-2020 et là, nous sommes actuellement sur la programmation 2021-2027. Donc, c'est toujours l'occasion de faire un bilan de
qui s'est bien passé et mal passé sur la programmation précédente, et de revoir avec de nouvelles règles une nouvelle programmation. Les fonds structurels, les fonds structurels européens ont pour but de réduire les écarts entre les régions européennes. Ça, c'est la spécificité de ces fonds. Et vous avez, en chaque début de programmation, chaque région qui va négocier avec la Commission européenne un certain nombre qui va rentrer en fait dans les nouvelles priorités de la programmation européenne, avec des projets, avec des besoins et avec des contextes spécifiques. Donc, ce qui va changer dans cette nouvelle programmation, c'est une restructuration géographique des programmes sur la base de la carte des régions françaises de 2015, avec le rattachement des départements d'outre-mer au programme national. Avant, les départements d'outre-mer avaient chacun un texte de référence, et maintenant, vous trouverez, en tout cas côté État, un seul texte de référence pour la métropole et les différentes régions et les départements d'outre-mer. Ensuite, c'est la disparition des programmes interrégionaux massifs et bassins fluviaux, avec l'intégration au sein de programmes régionaux de ces programmes avec des axes dédiés. Et dans une perspective de simplification, le développement d'options de coûts simplifiés avec des nouvelles possibilités pour la justification des dépenses. C'est-à-dire que il a été beaucoup remonté des difficultés d'envoyer beaucoup de factures et d'avoir des contrôles sur ces factures, ce qui a découragé un certain nombre d'associations. Là, ce qui est proposé, ce sont des systèmes de forfait, et une partie seulement des dépenses va devoir être justifiée, les dépenses de personnel dans certains cas, et ce qui est plus simple, parce que vous fournissez les bulletins de salaire ou les lettres de mission, et tout le reste rentre dans un système de forfait qui n'est pas à justifier. Dans ces dépenses de, salaire, de personnel, vous devez mentionner l'équipe qui va vraiment être opérationnelle sur le projet, et ensuite dans le forfait, vous n'aurez pas à justifier les temps des assistantes, des personnes qui s'occupent de la comptabilité, etc. Ensuite, vous avez la mise en place d'un fonds d'avance. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai changement dans cette nouvelle programmation. Soit c'est automatique. Donc, dans la convention, vous aurez déjà l'avance qui est prévue, soit il ne faut pas oublier de la demander, parce que certaines régions fonctionnent de cette manière-là. Voilà, et on peut espérer dans un 5e point aussi la généralisation dans cette nouvelle programmation du chef de fila, comme je en parlais tout à l'heure. Ensuite, je passe aux priorités de la nouvelle programmation. Donc, les fonds structurels européens s'inscrivent dans ce que l'on appelle la politique de cohésion. Comme je le disais, la politique de cohésion a pour but de rééquilibrer les territoires, et donc ces fonds-là vont aller plus particulièrement aux territoires en difficulté. On y reviendra tout à l'heure, mais le pourcentage de cofinancement est différent selon que la région est plus ou moins en difficulté. Donc, les priorités de la nouvelle programmation, vous avez la première priorité, une Europe plus intelligente. Donc, dans une Europe plus intelligente, vous trouverez tout ce qui est aide pour la recherche et l'innovation, pour le développement des compétences, l'esprit d'entreprendre, l'économie sociale et solidaire, avec l'insertion par l'activité économique, les services numériques aussi. Voilà, donc si vous avez un projet qui peut aider l'Europe à atteindre cette priorité,
et que vous rentrez bien dans l'appel à projet qui est lancé, vous pouvez éventuellement bénéficier de ces fonds. Ensuite, une Europe plus verte. Donc là, on va trouver tout ce qui est prévention des risques naturels et climatiques, mobilité urbaine durable, l'efficacité énergétique, la production et la distribution d'énergie renouvelable. Vous avez aussi la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité, des pistes cyclables, etc. Dans une Europe plus connectée, là, on va être un petit peu moins concerné en tant qu'association parce qu'il s'agit de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Et ensuite, l'Europe plus sociale. Donc là, on va largement en parler dans les slides qui suivent, mais l'objectif est d'améliorer les emplois pour des emplois de qualité, l'éducation, l'école inclusive, la prévention du décrochage scolaire, tout ce qui est inclusion sociale et égalité d'accès aux soins de santé aussi. Voilà. Et enfin, une Europe plus proche des citoyens. Donc là, c'est tout ce qui est développement urbain et rural. Et nous y reviendrons aussi par la suite. Voilà. Donc, quels fonds structurels européens peuvent intéresser les associations? Je vais laisser Céline parler du quatrième, qui est le Fonds social européen FSE+, et qui nous concerne le plus. Mais il faut savoir qu'un nouveau fonds, le Fonds pour une transition juste, a été créé sur cette nouvelle programmation. Donc, c'est un nouvel instrument financier qui vise à soutenir les territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques résultant de la transition vers la neutralité climatique. Alors attention, c'est un fonds qui cible certains départements, voire des territoires très précis dans certaines régions. Par exemple, en région Hauts-de-France, c'est le Nord-Pas-de-Calais, en PACA, les Bouches-du-Rhône. Donc, si vous êtes intéressé par ce fonds, il faut bien regarder si la zone de votre projet est éligible. Et par exemple, ce fonds peut soutenir l'accompagnement de jeunes demandeurs d'emploi vers des métiers verts, évidemment dans les zones éligibles. Ensuite, le FEADER. Donc, le FEADER, c'est un instrument financier qui soutient la politique de développement rural. Il ne concerne pas exclusivement les agriculteurs, mais peut soutenir des projets d'associations rurales qui ont projets qui peuvent être liés à l'emploi, à l'inclusion, au numérique, au développement local, sous certaines conditions, bien sûr. Et dans le FEADER, on retrouve aussi le programme LEADER, qui existait déjà, donc liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Sous le pilotage des régions, sa mise en œuvre repose sur des groupes d'action locales. Et ces GAL sont composés de collectivités, d'acteurs économiques et de la société civile. Voilà, le périmètre de ces GAL sera élargi sur cette nouvelle programmation. Ensuite, dans le FEADER, toujours, vous trouvez le financement du réseau agriculture et ruralité, qui est le successeur du réseau rural. C'est une plateforme d'échange et d'action commune entre les acteurs ruraux et agricoles, copilotée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'ANCT et Régions de France. Voilà, et enfin, donc le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui est un fonds intéressant pour tout ce qui est aide à l'investissement et à l'équipement pour les associations. Donc, vous pouvez en bénéficier pour des projets qui sont liés au numérique, à l'amélioration de la performance énergétique, pour des tiers-lieux, pour éventuellement des infrastructures sociales et de formation dans les quartiers politiques de la ville, dans les DOM, et pour l'aide à l'entrepreneuriat.
Voilà, donc je voulais juste vous présenter un axe, un exemple, vous donner un exemple en Nouvelle-Aquitaine, le FEDER qui peut financer des projets tels que des plateformes de mobilité solidaire, des investissements permettant le développement de l'ESS et l'inclusion sociale de tous les publics, la création, la réhabilitation, l'équipement de bâtiments permettant l'accès à la formation des publics et à l'orientation professionnelle des jeunes, et les tiers-lieux, donc tout ce qui est création, réhabilitation, équipement de bâtiments pour des tiers-lieux, permettant notamment le développement du télétravail dans les territoires. Voilà, donc je laisse la parole à Céline pour vous parler du Fonds social européen FSE+. Merci Anne. Bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Bénin et je travaille chez APF France Handicap et donc on va plus particulièrement aujourd'hui vous parler donc du FSE qui est devenu FSE+. Donc comme le disait Anne, c'est un instrument financier de la politique de la cohésion européenne et il a vraiment pour vocation de renforcer l'emploi au sein de l'Europe, donc l'insertion professionnelle, la formation, l'insertion sociale, mais aussi du coup plus largement l'ESS et l'innovation sociale. L'objectif derrière le FSE+, c'est vraiment d'améliorer au sein de l'Europe les perspectives professionnelles des citoyens européens, d'éradiquer la pauvreté et de soutenir la montée en compétences, particulièrement sur des axes comme la transition numérique ou l'économie verte. Alors, sur cette nouvelle programmation, le FSE est devenu FSE+, parce qu'il a fusionné avec d'autres fonds, notamment donc l'initiative pour l'emploi des jeunes, l'IEJ, le programme pour l'emploi et l'innovation, donc EASY, et le Fonds européen d'aide aux plus démunis, donc FEAD. Ce FSE+, il se divise en deux programmes avec des autorités de gestion à chaque fois référentes. Donc, le FEAD reste porté par la Délégation générale à la cohésion sociale, donc la DGCS, et la DGEFP donc, gère les autres programmes avec d'autres autorités de gestion et je viendrai dans le détail ensuite vous expliquer comment. Et donc, pour cette nouvelle programmation de 2021-2027, le budget total du FSE+ en France est donc de 6,7 milliards. Je vais passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, si on essaye de résumer de manière simple les modalités de gestion du FSE+. Donc, vous avez ce petit tableau qui résume ça. Donc, d'un côté, vous avez le FSE+ État, donc la partie en bleu du tableau, donc qui va être essentiellement sur des priorités autour de l'emploi et l'insertion. Ces priorités sont au nombre de 7 et elles sont dans le programme opérationnel national. Et vous voyez, donc, ça représente à peu près 4 milliards des 6,7 milliards dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a une partie nationale qui est gérée par l'organisme gestionnaire, la DGEFP, plus des organismes intermédiaires, particulièrement la VISE et également Pôle emploi. Et une partie régionale, donc, qui sont gérées dans vos régions par les DRETS, ou DRIETS pour l'Île-de-France, ou DETS pour les DOM-TOM, et également avec des organismes intermédiaires, donc ça peut être des conseils départementaux, des PLI, des métropoles, ça dépend donc de chaque région. Il y a donc sur ces 4 milliards, donc 3 milliards qui sont sur la partie régionale et 1,6 milliard qui est impliqué sur la partie nationale. Comme le disait Anne, donc nouveauté sur cette programmation, désormais tous les appels à projets sont disponibles sur le site fse.gouv.fr et vous pouvez déposer du coup votre dossier sur la plateforme qui s'appelle Ma démarche FSE+. Donc ça, c'est la partie FSE+ État. Et de l'autre côté, donc, vous avez la partie, je dirais, qui est gérée directement par les conseils régionaux, donc un budget de 2 milliards d'euros, sur des priorités qui sont plutôt autour de la formation, l'orientation, l'appui aux entreprises et le soutien à l'ESS. Donc, chaque région a son programme opérationnel régional, donc qui reprend du coup ses priorités, ses objectifs spécifiques FSE+, mais aussi ses priorités objectifs FEDER, donc vous les retrouvez également là-dessus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sites régionaux, donc, qui commencent à chaque fois par l'Europe s'engage et le nom de la région.
Donc là, vous trouvez notamment le détail des POR et des documents de mise en œuvre, les DOMO. Et généralement, donc ça dépend des régions, mais il y a des plateformes sur lesquelles on dépose les demandes de subventions, sont souvent e-Synergie, mais après, chaque région peut avoir aussi une plateforme qui peut différer. Donc là, on rentre sur les priorités du FSE plus État. Donc, elles sont au nombre de 7. Donc, la première est la plus importante. Enfin, les deux premières sont vraiment les plus importantes puisqu'elles sont à peu près 78% des 4 milliards. Donc, la première représente 1,9 milliard. Elle a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et les plus vulnérables. Donc, derrière cette priorité, vous avez 2 objectifs principaux. Le premier, c'est l'insertion et l'inclusion active vers l'emploi des personnes les plus vulnérables, notamment. Donc, tous les dispositifs d'emploi pour adultes, l'accompagnement au projet professionnel pour les adultes, les activités d'insertion par l'activité économique sont éligibles. Cela peut être également des dispositifs de levée des freins à l'emploi, comme par exemple l'accès au droit. Et le deuxième objectif de cette priorité, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté avec des dispositifs de repérage et d'accompagnement des publics les plus vulnérables, d'aide sociale à l'enfance ou de lutte contre les violences. La deuxième priorité, c'est soutenir l'insertion professionnelle des jeunes et la réussite éducative. Donc, il y a 1 milliard à peu près d'euros, 1,1 milliard qui sont sur cette priorité-là, avec deux objectifs, l'insertion de l'emploi des jeunes, donc avec le soutien à des formations, à l'accompagnement au projet professionnel des jeunes, notamment à la mobilité également, et également le soutien pour que les jeunes restent dans le circuit scolaire, donc par exemple pour la lutte, avec le lutte notamment contre le décrochage scolaire. La troisième priorité, c'est l'amélioration des compétences et des systèmes d'éducation et de formation pour mieux accompagner les mutations économiques. Là, il y a 2 objectifs. Un qui est plutôt à destination des salariés, donc sur du coup la formation continue, destination des salariés. Et le deuxième objectif, c'est plutôt à destination des équipes scolaires, équipes pédagogiques, autour de projets, par exemple, sur l'innovation pédagogique, la mobilité ou de projets qui visent à favoriser l'inclusion des publics les plus vulnérables. Quatrième priorité, c'est promouvoir un marché du travail inclusif et un environnement de travail adapté et sain. Donc, elle représente 135 millions d'euros avec 3 sous-objectifs. L'équilibre homme-femme, avec parfois également, dans certains appels à projets, on retrouve des actions sur les aidants. Un objectif autour de la santé et la qualité de vie au travail. Et un autre autour de l'accès à l'emploi, notamment sur l'ESS. La 5e, c'est l'aide alimentaire et matérielle aux plus démunis. Donc là, c'est l'ancien FEAD, donc c'est une priorité qui représente 35 millions d'euros. La 6e priorité, c'est favoriser l'innovation sociale et l'essaimage de dispositifs innovants, donc 170 millions d'euros. Cette priorité vise essentiellement donc, à favoriser l'innovation sociale, mais également capitaliser sur cette innovation sociale, la pérenniser ou mettre en place un changement d'échelle. Et enfin, la 7e priorité, c'est répondre aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques, donc spécifiques pour les dom-tom. Et là, on est sur à peu près 75 millions d'euros sur des thématiques autour de l'emploi et l'éducation. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que vous retrouvez le détail évidemment des actions éligibles dans le programme opérationnel national, mais c'est vraiment dans l'appel à projet où vous aurez le détail de l'action éligible sur l'appel à projet. Ces appels à projets qui sont donc sur le site fse.gouv, vous retrouvez donc l'action éligible, le périmètre géographique, donc parce que vous l'avez compris, ça peut être national, régional, départemental ou par métropole, le bénéficiaire éligible, il y a eu une question en amont du webinaire pour savoir si des petites associations pouvaient être éligibles. La réponse est oui. Du coup, la solvabilité de l'association, ça sera vérifié lors d'instruction, mais tout type d'associations peuvent être éligibles. Et puis aussi le descriptif des dépenses qui peuvent être éligibles dans l'appel à projet. Donc, comme le disait Anne, on a des dépenses de personnel qui peuvent être éligibles. Ça peut être aussi des prestations de fonctionnement. Donc voilà. Et autre point important que vous retrouvez dans l'appel à projet, c'est les coordonnées des instructeurs qui instruisent du coup les dossiers et qui vous permettent du coup en amont de votre dépôt de projet de prendre contact avec eux pour vous aussi vous faire aider dans cette partie montage.
Voilà. Donc, on a parlé du FSE plus État. Donc, concernant les régions, donc, comme je vous disais, les informations sont dans les programmes régionaux, opérationnels régionaux. Il y en a 17, donc pour les 13 régions métropoles, plus une par département et région d'outre-mer. Donc, sur les sites L'Europe s'engage, plus le nom de la région, vous retrouvez toutes ces informations dans les documents de mise en œuvre. Vous retrouvez également les coordonnées des personnes et puis aussi, et ce qui est assez bien fait, les webinaires que certaines régions ont fait, et la plupart d'ailleurs, au moment du lancement de leur programme opérationnel régional, qui vous permet du coup de connaître le détail un peu des axes et puis aussi de savoir aussi d'avoir comment ça se passe au niveau du montage et de l'accompagnement dans les régions. Enfin, donc dernier point donc sur le FSE+, comme le disait Anne, donc on est sur un fonds de cofinancement, donc il viendra en cofinancement d'un projet et des dépenses éligibles d'un projet. Donc en fonction des régions, vous découvrez là les taux. Donc pour les régions de métropole, on est essentiellement sur 60% du coût de cofinancement sur les dispositifs, sauf pour l'Île-de-France et Aura. Les régions ultra-périphériques sont plutôt sur des dispositifs aux alentours de 85%, et puis au niveau national, c'est entre 40 et 50%. Et puis autre point, et Anne le disait, on en reparle parce qu'en effet c'est un point important, c'est aussi le FSE+, tout comme le FEDER, ce sont des fonds de remboursement. Donc en fait, il vous sera demandé à la fin de votre projet de présenter les justificatifs à la fois des dépenses, sauf s'ils sont dans le forfait, mais aussi de la bonne réalisation de votre projet, que votre public qui était présent était bien éligible au projet. Et il est important de présenter tous ces justificatifs au moment du contrôle, le contrôle de service fait, puisque sinon, votre subvention risque de diminuer d'autant. Donc, ça nécessite deux choses. La première, c'est d'avoir la trésorerie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, maintenant, il y a des avances. Donc, ça permet d'avoir une avance au moment du conventionnement. Mais il faut quand même anticiper la dépense puisque le versement arrivera à la fin de l'opération, le solde en tout cas. Et deuxième point, c'est qu'il faut anticiper ce suivi et organiser ce suivi pour que vous puissiez pas avoir de mauvaises surprises au moment du CSF et que vous puissiez obtenir l'entièreté de votre subvention. Voilà. Donc, je crois qu'on arrive au dernier slide des conseils. Quels sont les bons réflexes à avoir avant de se lancer? Tout d'abord, faire la différence entre le financement de projets par des fonds structurels européens et la conduite de projets à dimension européenne. Donc là, nous vous avons parlé de projets qui rentrent dans les priorités de l'Union européenne et qui, de ce fait, sont éligibles et peuvent recevoir ces fonds structurels européens. Mais il suffit d'être un porteur de projet, d'être sur le sol, en métropole ou dans les DOM, et de rentrer dans des thématiques que vous avez vues tout à l'heure, contrairement à la conduite de projets à dimension européenne, où là, il s'agit de partenariats entre plusieurs structures européennes de type Erasmus+, ou alors, on n'en a pas parlé, mais de tout ce qui est fonds Interreg qui permettent de mettre en place des projets qui sont de nature interrégionale ou transnationale ou transfrontalière. Voilà. Et qui sont aussi financés par du FEDER. Enfin voilà, je vous en parle maintenant. Ensuite, le deuxième bon réflexe, c'est d'échanger avec une association bénéficiaire de fonds européens. Ça, on vous le conseille si vous êtes nouveau parmi les bénéficiaires de FSE+, ou de FEDER. Les règles sont assez complexes et donc on vous encourage vivement à vous rapprocher d'associations qui reçoivent déjà des fonds européens. Vous pouvez trouver sur Internet la liste, des listes de bénéficiaires, qui a des obligations de publication des bénéficiaires des fonds, ou alors nous contacter pour
qui puisse aussi vous apporter peut-être certaines réponses à vos interrogations. Voilà. Ensuite, en troisième point, se mettre en relation avec les acteurs en charge des fonds européens au niveau régional et départemental. Donc, c'est ce que disait Céline. Vous trouvez en bas des appels à projets les contacts des personnes qui sont en charge de l'instruction et des subventions. Quand vous faites une demande de subvention, vous avez ces personnes contacts que vous pouvez appeler pour savoir exactement si votre projet rentre bien dans l'appel à projet et pouvoir avoir des rencontres pour bien travailler le dépôt avec ces personnes. Ensuite, identifier un projet qui s'inscrit dans les priorités portées par les fonds structurels européens. Évidemment, ça c'est ce que l'on vous explique depuis le démarrage de ce webinaire. C'est essentiel, mais il y a beaucoup de thématiques intéressantes et qui peuvent vous concerner dans ces fonds structurels européens. Ensuite, le cinquième point, c'est prendre en compte les bénéficiaires de l'action à financer. Pour l'Île-de-France, là, donc, il faut faire l'Europe s'engage et ensuite le nom de la région pour avoir des informations sur le FSE et le FEDER côté région. Ça ne fonctionne pas. On y reviendra après. Donc, prendre en compte, c'était dans la slide qui précède, mais on vous enverra le PowerPoint. Prendre en compte les bénéficiaires de l'action à financer. Donc, c'est ce que disait Céline aussi, c'est que quand il est intéressant de lire les textes de référence, donc programme opérationnel national, tout ce qui concerne les subventions gérées par côté État, et les programmes opérationnels régionaux qui vont concerner le FSE et le FEDER, dont vous pourriez éventuellement bénéficier. Donc déjà, dans ces textes-là, vous trouvez une liste de bénéficiaires potentiels, et ensuite, dans l'appel à projet, vous avez véritablement les bénéficiaires qui sont qui correspondent à la priorité. Donc, en tant que bénéficiaire, vous pouvez avoir des femmes, des jeunes, des seniors, comme la priorité 2 qui va concerner les jeunes. Donc, il faut bien regarder l'appel à projet pour être sûr que les bénéficiaires de vos projets rentrent bien dans l'appel à projet. Ensuite, le sixième point, c'est tenir compte des objectifs définis par le programme. Donc, ces objectifs, vous les trouvez aussi dans l'appel à projet. Le septième point, s'assurer de la capacité de la structure à gérer des fonds européens. C'est hyper important d'avoir en tête que le FSE ou le FEDER ne vont pas vous aider au niveau de votre trésorerie. C'est un plus qui doit vous permettre d'innover, mais vous, vous devez avoir la capacité financière pour avancer les fonds, comme on vous l'a expliqué. Voilà, donc l'avance peut vous permettre de réaliser certaines dépenses supplémentaires, mais voilà, vous devez anticiper le fait que les paiements peuvent se faire 1 an, voire 2 ans après la fin de l'opération. Et enfin, se tenir prêt à respecter les exigences posées aux porteurs de projets. Le FSE plus le FEDER ont des règles précises. Et donc, le FSE plus et le FEDER ont des règles. Je suis un peu perturbée par les commentaires. Mais ce que je vous recommande, c'est d'avoir des personnes, de dédier des personnes pour le suivi administratif et financier de vos projets FSE. D'avoir aussi des coordinateurs, si possible, pour porter les projets, les opérations. Voilà, donc
vous avez des règles de communication aussi qui sont claires. Donc, je vous invite, si vous souhaitez déposer un projet, à regarder le site du service instructeur, donc soit une DRETS, soit un conseil régional. Vous pourrez trouver sur ce site des guides qui sont souvent réalisés, des modèles aussi par rapport aux documents qui vous sont demandés, des modèles de lettres de mission, de documents de suivi sur des opérations d'accompagnement des jeunes. Vous avez aussi des webinaires qui sont organisés par ces services instructeurs. Donc, renseignez-vous pour bien écouter en fait les règles que ces services instructeurs vous demandent de suivre, parce qu'elles peuvent être différentes d'une région à une autre. Enfin, chacun a sa façon de faire. Et dans le cadre du groupe de travail FSE, ce que nous essayons d'avoir, c'est en ayant des réunions régulières avec les services de l'État ou en rencontrant aussi les régions de France, ANCT, ça j'avais oublié de le préciser, c'est de connaître le plus en amont possible les règles de suivi, en demandant aussi, par exemple, qu'on nous partage, nous, associations, tout ce qui est FAQ. Ce sont des documents qui sont plutôt partagés, enfin, en tout cas sur la dernière programmation qui était partagée entre les organismes gestionnaires. Mais là, nous demandons à ce que ces questions-réponses puissent aussi être publiées. Donc, voilà. Merci Céline et Anne donc, pour cette présentation de la nouvelle programmation des fonds structurels européens. Avant de passer à un premier temps d'échange pour répondre à vos questions, on va essayer de vous diffuser une petite vidéo si la technique fonctionne. Il n'y a pas le son. La priorité 3, compétences, mutations et Ça marche. systèmes de formation, vise notamment à financer des actions de développement des compétences des salariés dans les entreprises confrontées aux transitions numériques et écologiques. Cette priorité concentre 12% des ressources du programme. Les 4 priorités complémentaires sont la promotion d'un marché du travail inclusif et d'un environnement de travail adapté. Cette priorité soutient notamment des actions en matière d'égalité professionnelle, de vieillissement actif et de qualité de vie au travail. L'aide matérielle et alimentaire aux plus démunis. Cette priorité permettra le financement d'actions dédiées à l'aide alimentaire et matérielle, en complément du programme Soutien européen à l'aide alimentaire, notamment en Outre-mer, l'innovation sociale et essaimage de dispositifs innovants. Cette priorité vise à favoriser l'innovation sociale en matière d'insertion et d'inclusion active, répondre aux défis spécifiques des régions ultra-périphériques, c'est-à-dire Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Cette priorité vise à répondre aux enjeux spécifiques de ces territoires qui sont confrontés à un marché du travail moins favorable et à des problématiques d'accès à l'emploi et à l'éducation du fait de l'éloignement.
peux repartager le diapo éventuellement, Jessica. Désolée, c'était le moment technique de ce webinaire. Nous avons réussi. J'avais coupé mon micro et donc ça vous a coupé le son. Autant pour moi. Alors, on a quelques questions qui nous sont posées. Il y en a une pour savoir à quel échelon, département ou région, une association doit s'orienter pour une demande FSE+, car certaines associations du réseau de la personne qui pose la question, entre parenthèses, il y a marqué SP national, donc si vous êtes forte, je dirais que c'est le secours populaire, peut-être, au niveau national, sont organisées au niveau régional uniquement et d'autres au niveau départemental, d'autres les deux. Donc, dans ce cadre-là, compte tenu de ces différences qu'il peut y avoir, vers quel interlocuteur peut-on se tourner? Et je veux bien répondre. En fait, ça dépend du projet. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter une personne de la DRETS ou une personne du service FSE enfin une personne du service FSE de la DRETS ou une personne du service FSE de votre conseil départemental, car ces structures sont très en lien. Donc, si votre projet rentre plutôt dans un appel à projet qui est proposé par le service FSE du conseil départemental, la DRETS pourra vous renvoyer vers ce service et inversement. Merci. On a une autre question une personne demande comment une structure associative peut-elle solliciter le FSE? Est-il préférable de se regrouper, entre parenthèses, par exemple, à l'échelle d'un territoire pour pouvoir déposer une demande? Existe-t-il une structure de conseil aux petites associations pour pouvoir utiliser les fonds européens? Donc, il y a deux questions en une. C'est est-ce qu'on peut se regrouper pour déposer et vers qui on peut se tourner pour mobiliser ce type de fonds. C'est une structure qui est dans quel domaine? Aucune idée. Je sais juste que la personne s'appelle Thierry. Je me laisse peu de marge, mais si Thierry veut bien détailler sa structure, nous pourrons répondre. C'est comme je le disais, si on est plutôt sur le FSE géré côté État, là, un seul porteur de projet peut déposer un dossier. Soit, donc oui, soit votre thématique est plutôt dans les thématiques gérées côté État. Là, pour l'instant, un seul porteur de projet peut déposer un projet. Et vous ne pouvez pas être en consortium, comme on disait tout à l'heure, soit vous êtes plutôt sur une thématique qui est gérée par les régions, auquel cas il est possible d'être en consortium et parfois demandé d'ailleurs dans certains appels à projets. Je crois qu'il y a Anne Huette qui voulait compléter. Oui, j'ai cru comprendre dans la question qu'il y avait aussi un projet entre plusieurs structures basées sur différents départements. Si la difficulté qui peut se présenter, c'est qu'en fait, le département, il a effectivement des missions spécifiques et la DRETS au niveau régional va en avoir d'autres et donc les types d'appels à projets ne vont pas être les mêmes. Sauf que si vous êtes, que ce soit une structure unique ou un regroupement de différents acteurs, si vous avez un projet qui impacte plusieurs départements, il y a peu de chances que tous les départements se mettent d'accord pour lancer un appel à projet sur les mêmes thématiques, avec les mêmes critères d'éligibilité, sur la même durée, sur les mêmes priorités. Donc, la difficulté, ça va être très, très en amont de votre projet, d'aller solliciter la DRETS pour voir éventuellement si la DRETS peut reprendre au niveau régional un projet qui peut impacter différents acteurs de différents départements. C'est relativement compliqué, ça. Donc, le conseil, ce serait plutôt
dans la mesure du possible, de se concentrer sur les priorités ou régionales ou départementales, parce que l'interrégion va être, l'interdépartement au niveau d'une région peut être compliqué sur une même thématique. Et nous en savons plus sur Thierry, qui nous dit qu'il est animateur territorial pour la Flandre intérieure. Donc, si ma géographie ne me trompe pas, ça doit être dans les Hauts-de-France. Je ne dis pas de bêtises. L'exemple est par exemple le développement d'espaces partagés, comme des jardins partagés, par exemple. Voilà. Donc là, c'est axé sur un territoire, c'est pas interdépartemental, là. C'est ça. Mais je pense que le fond de la question, qui me permettre, c'est un peu l'esprit de se dire si on se regroupe à plusieurs, peut-être qu'on aura une capacité plus forte de Alors, mobilité du FSE que si on est une petite structure toute seule. Mais je pense qu'on a un le peu répondu à FSE le FSE veut voir une seule tête. C'est une la- seule tête, donc il y a un porteur. Et donc, ça veut dire après fonctionner sous forme de prestation avec les autres membres du groupe. Ce et qui nous, impose des règles de gestion un peu différentes et du coup, de portage différent. et ce qu'a évoqué Anne au début, c'est que nous, on essaye justement d'infléchir cette règle. Oui, alors on est d'accord, mais aujourd'hui, en l'état, c'est pas encore le cas. Exactement. Côté État. Oui, parce que côté région, on peut Oui. faire pour ça. Mais il y a peu de chances côté région, c'est pas les mêmes types même type de dossier. En tout cas sur le FSE. Thématique. Et pour ce qui est une structure de conseil aux petites associations pour pouvoir utiliser les fonds européens, on vous a indiqué un certain nombre d'éléments dans nos discussions et ensuite dans le livret qu'on va vous communiquer, on vous donne un ensemble de grandes informations et de grandes indications au niveau des services de l'État, au niveau des différents départements ou des réseaux territoriaux aussi. Certains font de l'accompagnement, mais nous n'avons pas de liste, en tout cas, à communiquer sur structure de conseil pour les petites associations sur ces sujets-là, parce qu'en plus, ça dépend beaucoup des territoires. Mais en tout cas, comme l'a indiqué Anne, je pense, tout à l'heure, les services des Griettes sont une bonne porte d'entrée et sur le site de l'Europe s'engage en quelle région, vous pouvez aussi avoir des informations. Je sais pas si pour cet aspect-là, vous avez en matière d'accompagnement des éléments complémentaires. Non, si ce n'est, moi je rajouterais juste qu'il ne faut pas hésiter à contacter les personnes dès que vous avez des coordonnées en fait, pour présenter votre projet et avoir des conseils et des informations pour le dépôt. Donc, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au maximum. Ça aide vraiment dans le montage du dossier d'avoir ces premiers contacts. Autrement, il y avait un pack de questions sur les déclinaisons des objectifs, des priorités. Je sais pas si c'est très clair. Il y a la priorité et les objectifs. Donc, il y avait un premier volet de questions sur les objectifs de la première priorité, un peu plus de détails sur celle-ci et sur la 5e priorité. Et dans le même esprit, on avait une seconde question du planning familial du 21 qui indiquait qu'elle n'était pas sûre d'avoir compris le sous-objectif du FSE plus État que signifie équilibre homme-femme. Voilà, donc c'est un bloc entre première et 5e priorité, plus de détails sur les objectifs et sur ce sous-objectif en particulier. Je vais commencer, puis n'hésitez pas, Anne, au pluriel, à compléter. Donc, sur la dernière question, équilibre homme-femme, donc là, l'objectif, très clairement, c'est d'avoir un équilibre homme-femme dans la vie professionnelle et au niveau des sous-objectifs et des actions éligibles qu'on voit dans les appels à projets,
On est vraiment sur des appels à projets avec des thématiques, par exemple, pour améliorer je dirais, l'équilibre de la femme et même avoir des aides pour les gardes d'enfants. Donc là, typiquement, moi, j'ai déjà vu des appels à projets autour de ça. Soutenir aussi des projets d'aidants. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment sur chacun des appels à projets, on retrouve des différents types d'actions éligibles, mais c'est typiquement des actions éligibles qui peuvent paraître du coup derrière cet objectif-là. J'espère que je réponds à votre question. Donc sur la priorité 1, donc pour rentrer dans la priorité 1 qui est la plus importante, puisqu'on est à 1,9 milliard, donc il y a 2 objectifs sous cette priorité. La première, elle est sur l'insertion et l'inclusion active vers l'emploi. Donc là, on est vraiment sur plutôt un public adulte, puisque vous l'avez compris, c'est la deuxième priorité qui concerne les jeunes et les enfants. Et on est sur des activités autour de l'insertion par l'activité économique, tous les dispositifs d'emploi ou d'accompagnement vers l'emploi qu'on peut avoir pour favoriser l'emploi des adultes et particulièrement les publics vulnérables. On est aussi sur des dispositifs de levée des freins liés à l'emploi, comme par exemple des dispositifs d'accès au droit, d'accès au logement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent apparaître aussi dans les appels à projets et dans les actions éligibles. Et on a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, toutes les actions qui visent à rendre les entreprises plus accessibles pour tous les publics vulnérables, donc par exemple les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième est vraiment contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, avec le repérage et l'accompagnement des publics précaires, tout ce qui est aide sociale à l'enfance ou lutte contre les violences. Voilà, donc ça, c'est les actions qui peuvent ressortir autour de ces priorités-là. Après, encore une fois, chaque appel à projet peut spécifier des actions parfois plus précises que ça. Donc, c'est vrai que c'est important vraiment de regarder dans votre région, dans votre département, les appels à projets qui paraissent et le périmètre exact des appels à projets. Donc, voilà. Et sur la dernière question, la priorité 5, alors là, j'avoue que c'est celle où j'ai le moins de connaissances. Donc, c'est l'aide matérielle aux plus démunis. Donc, ça, je ne sais pas si Anne ou Pluriel, vous pouvez nous aider. C'est vrai que c'est moins dans notre champ d'action. Ce sont pour moi les associations qui font de l'aide alimentaire principalement. Oui, ah bah oui, c'est clair. Qui sont éligibles là-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les priorités, on n'accède pas à tout. En fait, les associations n'accèdent pas à toutes les priorités parce que y a des priorités qui sont fléchées pour certains porteurs de projets, des priorités qui sont fléchées notamment pour la priorité 2 pour les jeunes, elle est fléchée notamment sur les CFA. Là, quand on parle d'apprentissage, très clairement, il faut que ce soit un CFA qui aille chercher ce FSE+. Et sur la priorité 5, elle est réservée aux organisations notamment qui font de l'aide alimentaire. Sur la priorité 2, nous, on n'est pas CFA en présentant certains projets de remobilisation vers l'apprentissage. Oui. Mais bon, c'est vrai que en tout cas, c'est très ciblé jeune parce que c'est une grande priorité transversale dans le cadre de cette programmation 21-27. Je voulais revenir juste sur la question du planning familial. Nous, on a déposé un dossier sur un appel à projet en Île-de-France de la DRETS qui s'appelle, l'appel à projet, c'était promouvoir l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants. Et l'intitulé de l'appel à... Pardon, ça c'était l'objectif spécifique, mais l'intitulé de l'appel à projet, c'était favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et soutenir l'égale participation des femmes au marché du travail. Et on a déposé un dossier concernant l'accompagnement à la parentalité pour l'insertion des femmes isolées. Voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui va être assez rapide. Peut-on bénéficier du FSE plus État et du FSE région sur un même projet? Non, pas de double financement possible. Voilà.
On ne peut Ça, pas c'est- financer le même euro par 2 euros européens. Alors, d'autres questions. Alors, nous savons qui est Christelle. En fait, elle n'était pas du Secours populaire, elle était de Solidarité Paysan, ce qui est différent, mais tout aussi utile. Peut-on obtenir sur des actions différentes au sein d'une même structure du FSE+, et du FEADER? Et donc, elle dit qu'elle est de Solidarité Paysan, Association de défense et d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Donc, ça peut être sur Euh, deux projets différents. Si il y a un projet 1 et un projet 2, si sur le projet 1, on demande du FSE et sur le projet 2, on demande du FEADER, il n'y a pas de problème, il me semble. Il n'y a pas de problème on peut, sur un même projet, avoir des fonds européens du moment que ça soit très bien fléché. Et très étanche, enfin, il faut que ce soit étanche entre les deux. Alors, concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas financer, alors on va se dire les choses concrètement, vous ne pouvez pas faire financer sur une action que vous considérez une seule ou un seul projet, vous ne pouvez pas faire financer une personne à 115 ou 120% en mutualisant les deux financements. Voilà, très clairement, ce n'est pas possible. Donc ça va être vérifié, hein. C'est vérifié au moment des contrôles de services faits. Et là, même je pense au niveau de l'instruction, bon, ils se parlent entre eux, donc ça ne devrait pas passer. Ok. Alors, je la lis comme ça, je ne l'ai pas lu avant. Je l'ai fait en live. Avez-vous des conseils quant au suivi des calendriers des appels à projets? Je viens de voir que le dépôt des projets leader est déjà clos pour la période 2021-2027 par exemple. Merci. Et c'est quelqu'un qui travaille chez Habitat Humain. Moi, le conseil que je connais, c'est en effet l'anticipation. Sur le FSE+, alors sur les précédentes programmations, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais sur cette programmation, il y a entre 6 et 8 semaines sur la partie FSE+ État pour répondre, ce qui est relativement court. Donc, ça signifie qu'il faut déjà en amont être au clair sur le projet que vous avez identifié qui rentre dans déjà les axes et les objectifs et guetter l'appel à projet conséquent, voire avoir pris rendez-vous avec les interlocuteurs DRETS en amont pour déjà parler de votre projet. Parce que 6 à 8 semaines, c'est relativement court, particulièrement pour qu'il y ait des congés au milieu ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est l'anticipation qui est importante et le fait de déjà pré-repérer en fait là où votre projet pourrait rentrer. Dans le cadre du groupe de travail, ce qu'on a déjà demandé à la DGEFP, c'est de nous donner à voir les appels à projets et la récurrence, enfin, d'essayer d'avoir un calendrier à plus long terme que ce qui nous est proposé actuellement. Donc, normalement, on devrait pouvoir, enfin, ils nous ont donné leur accord et on va essayer de travailler ensemble pour que ce soit possible, parce que c'est vrai que si on a raté une échéance, de pouvoir se dire qu'un appel à projet va sortir et dans quelques mois, on a la perspective de pouvoir quand même déposer une demande, sachant aussi que parfois la rétroactivité est possible. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est compliqué quand on trouve un appel à projet qui vient de se terminer et qui prévoit en plus un financement sur plusieurs années. Bon, je peux peut-être compléter pour le leader, parce que le leader, c'est un peu particulier. Le leader, en fait, il est porté par un ensemble d'acteurs en zone rurale qui fédèrent des acteurs de différents types. En fait, c'est un projet de territoire, je dirais, le leader. Donc, il faut en fait se rapprocher des porteurs leaders du GAL, hein, généralement, c'est le groupe d'action locale qui pilote ça, se rapprocher du leader, mais bien en amont peut-être même dans le cas d'une rencontre planifiée et sans objectif dans un premier temps de répondre à un appel à projet. Parce qu'en fait, le leader, il est là pour soutenir un territoire. Et donc, les appels à projets, ils vont être au fil de l'eau, aussi par rapport à des besoins qu'on va identifier et qui n'ont pas tous forcément été identifiés au moment de la constitution
sur le territoire. Donc ça, c'est les appels à projets. Alors, moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenue sur un leader, mais je me souviens l'avoir fait il y a très longtemps. Et en fait, l'appel à projet était déposé parce qu'on est venu avec un besoin de territoire identifié dans une autre structure où j'étais précédemment. Et le besoin, du coup, le leader a dit, bah oui, le gars l'a dit, oui, il y a un besoin là, on est d'accord. Vous avez raison de faire remonter ce besoin et donc on va lancer un appel à projet. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment, et là, on était aussi avec le conseil régional à côté qui venait soutenir la demande. On avait 2 partenaires qui venaient. Alors, il n'y avait pas de double financement puisque le conseil régional venait avec des fonds conseil régional et pas des fonds Europe. Donc, ça avait un intérêt aussi de travailler avec un fort partenariat de territoire. Parfait, merci. Alors, j'ai un pack de questions, mais plutôt sur des types d'acteurs qui me demandent sur quels axes ils seraient prioritaires. Vous voyez un peu le bingo priorité type de structure. Donc, il y a les centres sociaux pour cette question-là, les projets d'insertion par la culture, donc secteur, typologie. Et ensuite, il y a une 3e personne qui demande pour les maisons de quartier, l'éducation populaire, la transition écologique et le numérique. Voilà. Donc, le rapport secteur priorité. Moi, je dirais que c'est de la priorité 1. Sauf à ce qu'il y ait vraiment sauf à aller sur de la 5, mais Centres sociaux et insertion par la culture, après, il faut voir exactement le projet, mais en effet, si c'est pour les adultes, c'est plutôt priorité 1. Maison de quartier, ça peut rentrer dans l'inclusion sociale. Donc, pareil, regardez l'appel à projet, mais priorité 1. Et puis après, éducation pop, transition éco et numérique. Après, ça rejoint aussi en fonction de ce que vous souhaitez faire financer. Si c'est plutôt des dépenses de personnel, vous êtes sur des FSE+. Si vous voulez faire financer plutôt de l'investissement ou du matériel, il faut regarder plutôt le programme opérationnel régional et donc du FEDER, qui peut, le FEDER en programme opérationnel régional, qui peut vous aider aussi. Donc, le conseil, ça serait plutôt de formaliser son projet, de savoir quel type d'action on veut mettre en œuvre, et ensuite, éventuellement, de se rapprocher des services de Drex, par exemple, pour dire, voilà, j'ai ce type de projet, parce qu'il y a, ça peut rentrer par rapport à un enjeu d'insertion, si j'ai bien compris, mais par contre, il peut y avoir un appel à projet sur les questions de transition numérique, où l'entrée n'est pas exactement la même. Donc, la première étape, dans ce que vous dites, il me semble que c'est plutôt de formaliser l'action et de voir où est-ce qu'elle peut être éligible et pas de se dire que parce qu'on est dans tel secteur, on est dans quelle priorité. Par exemple, les appels France Handicap, vous avez une majeure sur les questions de handicap et vous pouvez vous positionner aussi sur différentes priorités et différents champs. Exactement. Donc, bien travailler son projet, les dépenses qu'on souhaite faire financer et son périmètre. Du coup, national, régional, départemental. Très bien. Alors, il faut être très clair sur les bénéficiaires, en fait. Parce que c'est aussi les bénéficiaires qui vont être déterminants dans le choix de l'axe. Très bien. Alors, ensuite, alors, j'ai beaucoup de questions et je vois, Madame l'animatrice, qu'il est 11h43. Nous n'avons pas fait les témoignages. Donc, Jessica, est-ce que tu souhaites que je continue les questions et que nous passions à la séquence suivante et que nous réorganisions un dernier temps en débordant un peu sur notre temps jusqu'à 12h15, par exemple. Je pense qu'on peut passer au témoignage et revenir sur les questions sur le deuxième temps d'échange, si ça va à tout le monde. Parfait. Donc, je vais partager l'écran pour revenir à la suite de la présentation.
Et donc, je laisse la parole à Anne pour la présentation du projet Gardons le lien. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais un petit peu vous parler du projet que l'on a porté en Nouvelle-Aquitaine au moment de la crise sanitaire. On s'est mobilisé assez rapidement autour de ce projet-là, et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était en train de le structurer et qu'on était à même de le faire en partie financé. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on avait un budget global pour ce projet d'1 325 000 €. Et ça représente en Nouvelle-Aquitaine, on représente 2000 adhérents en Nouvelle-Aquitaine à peu près. Et plus spécifiquement, 13 délégations départementales. Alors, les délégations départementales, ce sont nos adhérents, hein, les structures qui accompagnent dans le droit commun nos adhérents, et aussi, je dirais, toute personne en situation de handicap, puisqu'on a un accueil inconditionnel dans nos départements. Et après, on est gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux et d'entreprises adaptées. Donc, là, le projet que je vous présente, ça concerne uniquement nos délégations départementales. Donc, l'idée, c'était d'avoir dans le cadre de la crise sanitaire, de repenser l'accompagnement que l'on faisait de nos adhérents en tenant compte de la difficulté de notre public dans cette crise, et de continuer à travailler dans le cadre d'une lutte contre l'isolement, puisque c'est une de nos premières missions essentielles à APF France Handicap, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap et à faire du lien social et à proposer différentes activités. On peut passer à la suivante. Donc, alors, on est uniquement sur... Bon, alors je vais développer autrement. Donc, le projet, ça a été alors, on a eu un appel à projet de la DREETS au mois de juillet 2020 qui était d'accompagner les structures à lutter contre la propagation de la Covid. Et moi, j'ai pensé qu'on était possiblement dans ce type d'action, puisqu'on avait réinventé nos actions d'accompagnement en faisant quasiment du distanciel tout le temps. Et même entre les différents confinements, les personnes que l'on accompagne dans nos délégations, nos adhérents, avaient beaucoup de mal à revenir en délégation physiquement. Donc, on a maintenu une activité à distance réinventée assez longuement. Et donc, la DREETS nous ayant adressé cet appel à projet, j'ai pris rendez-vous avec la DREETS pour dire, voilà, nous aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. On fait du lien social, donc des appels téléphoniques, on va faire des visites à domicile, on accompagne au mieux cette lutte contre l'isolement, mais aussi on fait de l'accès au droit, parce qu'en cette période de Covid, il y a beaucoup de difficultés d'accès au droit pour les personnes. On fait aussi de la lutte contre la fracture numérique, parce qu'on se rend compte que les personnes qui veulent participer à des activités... Alors, on savait qu'il y avait un problème d'accès au numérique pour un certain nombre de nos adhérents ou personnes que l'on accompagne, mais on n'avait pas forcément travaillé pour lutter contre la fracture numérique. Donc, on a mis en place des ateliers de lutte contre la fracture numérique pour certains à distance. Donc, il a fallu parfois trouver des astuces pour les accompagner à distance. Quelquefois, il a fallu se déplacer chez eux pour accompagner sur la prise en main du matériel, parce que nombreux ne savaient pas prendre en main du matériel. On a fourni aussi du matériel. On a acheté par le biais de certains appels à projets autres du matériel, des tablettes. On a récupéré des ordinateurs qu'on a pu mettre à disposition des personnes pour qu'elles participent notamment aux activités proposées à distance. Alors, dans le cadre de cet appel à projet, ce qui a été le plus compliqué, alors il y a eu plusieurs choses. D'abord, on était encore dans la programmation précédente, donc avec les anciennes régions administratives. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons eu 3 appels à projet. Un appel à projet Aquitaine, un appel à projet Limousin et un appel à projet Poitou-Charentes. Donc, il a fallu gérer 3 conventions différentes portées par une de nos délégations à chaque fois. Donc, trois structures porteuses.
Et évidemment, ça aurait été trop simple, il n'y avait pas les mêmes critères sur les 3 appels à projets. Donc, il a fallu calibrer et accompagner et structurer notre organisation en tenant compte des 3 spécificités des appels à projets. Et surtout, il a fallu, alors j'insiste là-dessus, il a fallu clarifier auprès de la DGEFP, puisque la DGEFP ne validait pas notre projet dans un premier temps, il a fallu valider auprès de la DGEFP que ce que l'on faisait dans nos délégations rentrait bien dans le champ de l'appel à projet qui était la lutte contre la Covid. Et c'était quoi de rentrer dans ce champ-là? C'était de prouver que nous étions dans nos activités du quotidien, nous faisions des actions de prévention, de promotion de santé. Donc on a dû argumenter sur un dossier assez conséquent en prenant les grands textes internationaux, les textes européens, puis après les textes français, sur qu'est-ce que c'est que la promotion et l'éducation de santé, pour justifier que nous étions bien dans le cadre de cet appel à projet-là. Après, ça a été d'expliquer ce que l'on fait exactement dans nos délégations. Et quand je parlais tout à l'heure de nos bénéficiaires, l'idée, c'est de bien identifier effectivement les bénéficiaires, mais les actions que l'on conduit, parce que on s'est trouvé face à une situation dans l'ancienne programmation. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'expliquer au niveau d'une DRETS. La DRETS, elle est habituée à recevoir des porteurs de projets qui ont une visée emploi, c'est-à-dire des actions d'accompagnement vers l'emploi, même si c'est très éloigné de l'emploi, mais en tout cas vers l'emploi. Or, nous, ce n'était pas du tout l'objet. Nous, c'était ce que l'on fait au quotidien dans nos délégations ou notre aller vers quand on va vers nos publics en dehors de nos délégations, je parle des délégations physiques, c'était vraiment pas du tout lié à l'emploi, c'était lié à de l'accès au droit, à de la lutte contre la fracture numérique, à de l'isolement. On proposait des activités, des jeux, des tournois, de la danse adaptée en ligne, enfin des choses très, très, très diverses et variées. Donc ça n'avait rien à voir avec l'emploi. Et il a fallu qu'on soit très, très inventif pour justifier auprès de la DGEFP que, OK, ce n'était pas de l'emploi, par contre, c'était bien de la lutte contre la Covid. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, c'était l'importance de la relation avec l'organisme intermédiaire ou les organismes intermédiaires. Alors, nous, on les connaissait avant. J'avais tapé plusieurs fois la porte à la DRETS. On rentrait dans aucun des appels à projets proposés par la DRETS, jamais, parce que ce n'était pas de l'emploi. Donc, on n'arrivait pas à y rentrer. Et là, ça a été l'opportunité pour nous de vraiment nous faire connaître auprès de la DRETS comme étant un organisme qui propose des activités de lien social. Parce que dans le FSE précédent, cette question d'insertion sociale n'était pas intégrée, on ne parlait que d'insertion professionnelle. Alors au total, pour vous donner un ordre d'idée sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, on a pu lever, on a conventionné pour 710 000 €. On a eu un certain nombre de salariés non remplacés pendant cette période-là, qui a fait qu'on a pu justifier de 637 000 € d'actions réalisées qu'on a obtenues. Parce que, comme Anne Lenoble le disait tout à l'heure, on a pu structurer en interne notre organisation autour de ce projet-là, dans nos délégations, au niveau régional, ce qui n'était pas le cas auparavant. On faisait des choses, mais dans les délégations, de manière un peu non organisée, en région. Et là, le projet nous a permis de structurer une action au niveau régional, de mettre en place des outils d'accompagnement, et surtout de faire financer des postes. Alors, ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que le FSE+ permet de financer des postes à partir du moment où les personnes sont fléchées, donc clairement identifiées, sur la base de 25% de leur temps de travail minimum. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte pour les dossiers. Et ne sont pas financés directement, mais par le biais du forfait, les postes de comptable, les postes de direction et le poste de secrétaire. Donc, dans le montage des projets, il faut bien identifier que ces postes-là, vous ne pourrez pas les faire financer directement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que ça a été quand même une réussite pour nous, et la preuve en est, c'est qu'on a redéposé un dossier régional, alors une seule région maintenant, enfin un seul appel à projet,
dans le cadre de la nouvelle convention et que nous avons été conventionnés récemment, à nouveau pour 2 ans. Et là, toujours pas avec de l'emploi, parce que l'emploi, on a déposé des projets emploi par ailleurs, mais vraiment toujours dans l'accompagnement sur la lutte contre l'isolement, sur le lien social, l'accès aux droits, l'accès aux loisirs, au séjour adapté, à la lutte contre la fracture numérique. Donc, on a pu le refaire financer, mais on sait que on doit être vigilant parce que dans 2 ans, il faudra trouver d'autres types d'actions à faire financer puisqu'ils ne vont pas perdurer dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire pour Gardons le lien. En tout cas, ça a été une grosse mobilisation et avec des personnes dédiées pour faire le suivi qu'on a bien identifié dans ce cadre-là parce que ce n'était pas le cas jusqu'avant. Donc, il faut effectivement identifier des personnes. À minima, moi, je préconise un binôme et si un trio, c'est encore mieux, de personnes qui sont vraiment agiles sur toutes les phases de conduite du projet pour que, en cas d'absence de l'un ou de l'autre, même si c'est momentané, une autre personne puisse répondre au moins tant aux acteurs du terrain que éventuellement à l'organisme intermédiaire s'il a des questions. Voilà pour ce qui concerne le témoignage pour le dossier, le projet Gardons le lien. Oui, je vais avoir juste quelques petites minutes pour vous parler du collège Autrement, donc, qui était porté par un établissement, un collège à Pau. Je voudrais juste apporter un tout petit rectificatif à ce que Anne, tu viens de dire, où tu parlais d'un minimum de 25% de mobilisation. Pour être sur plusieurs régions, c'est une contrainte peut-être dans ta région, mais dans d'autres, les pourcentages vont être différents. Bon, ça, c'est vrai qu'on a encore, même si on s'améliore avec une harmonisation des façons de faire, il y a encore des petites subtilités dans les différentes régions. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que toi, tu es plus sur la priorité 1 maintenant, inclusion sociale. Et là, ce projet-là, il a été déposé sur la priorité 2, donc la priorité 2 jeunes, et sur l'axe prévention du décrochage scolaire. Donc, l'idée, là, c'était de faire cofinancer par l'Europe un dispositif de prévention du décrochage scolaire qui vient en plus de ce qui se fait dans ce collège qui est déjà un collège qui accueille des jeunes en risque de décrochage scolaire. Donc, tous les jeunes sont en risque de décrochage scolaire. Et là, nous avons créé une unité mobile qui permet à un éducateur et à un enseignant après l'appel de directeur d'établissement alentour, d'intervenir pour aider des jeunes dans différents autres collèges qui sont eux aussi en risque de décrochage scolaire. C'est vrai que là, la crise sociale a créé des nouvelles situations de phobie scolaire, de difficultés psychologiques, nouvelles difficultés psychologiques de jeunes. Donc, c'est un vrai besoin qui a été identifié. Et on va même développer cette mobilité dans d'autres départements. Voilà, pour intervenir dans des situations difficiles, pour des situations difficiles de jeunes. Ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est que les appels à projets sont sortis assez récemment, mais en amont, nous avions présenté ce projet à l'adresse Nouvelle-Aquitaine sous la forme d'une fiche projet pour essayer d'être le plus concis possible avec les informations qui pouvaient intéresser l'adresse Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire quel était le contexte, quels étaient nos objectifs, quelles actions nous souhaitions mettre en place, pour quels bénéficiaires, avec un nombre de bénéficiaires, et combien ce projet allait nous coûter, et quelle était la plus-value d'avoir ce cofinancement du FSE. Voilà.
ce qui nous a permis d'être déjà identifiés avant que la DREETS Nouvelle-Aquitaine négocie ses enveloppes financières avec la Commission européenne. Elle avait dans son panier notre projet pour pouvoir aussi l'intégrer à l'ensemble des projets qu'elle connaissait. Et donc, je vous invite à faire connaître votre projet. Et vous voyez l'exemple précédent, si le projet d'Annuaire ne rentrait pas tout à fait dans les priorités du FSE+, du FSE, là, c'est un projet qui rentre vraiment bien dans le programme FSE+, qui a intégré des actions d'inclusion sociale, de lever des freins périphériques à l'emploi aussi. Enfin, tous ces sujets étaient difficilement cofinançables avant, et là, c'est plus simple. En tout cas, on rentre plus dans les priorités avec des projets d'inclusion sociale. Voilà. Donc, merci pour ces deux témoignages. Vous pourrez retrouver ces témoignages à travers des fiches que nous avons réalisées en complément du livrable présenté précédemment. Donc, elles seront disponibles sur notre site internet, mais elles seront également envoyées à l'issue de ce webinaire. Donc, je pense qu'on peut passer au deuxième temps d'échange s'il reste des questions. Ce que je vous propose, c'est de prendre les deux dernières questions que j'ai en stock et peut-être de parler de la question de l'accompagnement de manière un peu plus globale et de mettre le dernier diapo pour avoir une réponse un peu complète. Par rapport à nos échanges précédents, et je pense que votre témoignage, Anne, a dû éclairer ça, il y avait une Thierry, qui doit être toujours dans les Flandres, nous demandait si une structure pouvait être chef de file afin de contourner le problème interdépartemental. Si je comprends votre témoignage, c'est plutôt, enfin, en tout cas, ce que vous avez fait au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de déposer un projet par département et d'essayer de coordonner de la manière la plus habile possible. Malheureusement, vous n'avez pas pu déposer un projet au niveau régional et ensuite le déployer sur les différents départements. Je parle sous votre contrôle, hein, mais Alors, si, c'est pas tout à fait ça. On a bien déposé sur les anciennes régions, parce qu'il y avait un appel à projet par ancienne région. les anciennes régions. Mais il y avait un appel à projet par ancienne région. C'était pas au niveau départemental. Donc, en revanche, quand on a un projet et qu'on est sur plusieurs départements, la difficulté, c'est que si c'est le département qui est susceptible de faire l'appel à projet et non pas la DREETS, c'est qu'il y ait les mêmes appels à projet partout. Sur les 3 départements. Si par exemple on est sur 3 départements ou sur 2 départements, on n'aura pas les mêmes. Les départements, ils ne se parlent pas entre eux pour faire l'appel à projet généralement. Quelquefois, sur certaines thématiques, si, puisqu'on en trouve quelquefois qui sont proches. Mais si on est partenaire sur plusieurs départements, ça peut être assez complexe d'avoir un seul appel à projet sur lequel répondre. Ça paraît peu. La même situation que pour les anciennes régions, donc que vous évoquiez. Oui, oui. Enfin, moi, alors, officiellement, la DREETS va dire, éventuellement, on peut déployer, on peut faire un appel à projet si le besoin il est bien argumenté, bien identifié dans différents départements, et on peut remonter au niveau de la DREETS pour faire cet appel à projet-là. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Ça peut arriver, mais je suis pas. D'abord, ça s'anticipe énormément. Et à partir du moment où les fonds ont été alloués au département, si vous voulez, le gâteau, il a été déjà partagé quand on est dans la programmation. C'est-à-dire que les départements, ils savent de combien ils vont disposer pour les appels à projets qu'ils vont vouloir déployer tout au long de la programmation, et la DREETS également. Donc, c'est difficile pour l'adresse de dire « Ah ben, on vous reprend une partie de la dotation que vous avez eue dans les départements pour faire un appel à projet interdépartemental ou régional. » Okay. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez me compléter, Céline et Anne, mais enfin, j'ai eu ce cas de figure et c'est ce qu'on m'a répondu. Donc, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, si c'est le cas ailleurs ou…
À date, je n'ai pas vu de ce type de redistribution en cours de programme. Eh bien, oui. Alors, il y a une autre question sur combien de temps en rédaction. Alors, je pense que c'est pas d'un appel à projet, mais d'un projet. D'un projet, ouais. Et son suivi. Alors, sur la deuxième partie de la question qui dit la thématique du vivre ensemble par des actions culturelles organisées par une association dépend de quelle demande, je reviendrai à la réponse précédente qu'on a faite. C'est l'objectif, c'est de formaliser le projet et ensuite de voir dans quelle case éventuelle il peut rentrer et de faire les adaptations nécessaires. Parce qu'en fait, il y a la question du public, la question du secteur, la question de l'enjeu qui est traité. Donc, c'est très compliqué, en fait, si les intervenants n'ont pas le projet de répondre à la question. Je vous proposerai de vous limiter sur la première partie, qui est la question du temps de suite. Ben, j'ai envie de répondre déjà. Est-ce que votre projet, est-ce qu'il est déjà sous forme d'un projet? Parce que c'est ça la question. La première question, c'est de mettre son activité déjà sous forme d'un projet. Après, sur le FSE, plus État comme région, on retrouve des rubriques qu'on a classiquement sur des appels à projets. La complexité, elle est peut-être plus au niveau du plan de financement. Parce que lorsqu'on montre son budget, là, il faut leur rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'il faut leur indiquer des dépenses de personnel nominatives. Donc, il faut aller rechercher vraiment le bulletin de salaire de la personne qui va travailler du coup sur le dispositif ou qui travaille actuellement sur le dispositif. Donc le montage, je dirais la partie de montage qui prend plus de temps, c'est peut-être sans doute celle-là, avec les pièces justificatives, notamment sur les dépenses de personnel. Après, là, vous avez raison, c'est qu'il faut anticiper ce suivi. Et là, je laisserai Anne compléter parce que c'est un vrai point. Il faut dès le départ organiser une structuration dans l'équipe et un suivi rigoureux pour que derrière, il y ait cette remontée justificative qui se fasse régulièrement et pas se retrouver en la veille du contrôle avec aucun justificatif et à devoir courir derrière tous les justificatifs, ce qui met en difficulté le contrôle et du coup le versement de la subvention. N'hésitez pas à compléter. Anne? Après, ce qu'il y a aussi, c'est que vous devez saisir le dossier sur une plateforme. Donc, il faut prendre connaissance de la plateforme. Ça peut être prendre un certain temps. Et ensuite, ce que j'aurais envie de partager, c'est que nous, on a un premier temps dans lequel on explique ce que les règles du FSE et la logique du FSE au responsable, celui qui porte le projet. Et on monte avec lui le projet, on l'écrit, voilà. Et ensuite, une fois que le projet a bien démarré, on va aussi informer toutes les personnes qui sont concernées par le projet de ces règles de FSE, parce que c'est important qu'elles sachent pourquoi elles doivent vraiment garder des justificatifs systématiquement pour prouver à des personnes qui sont, on peut imaginer, dans leur bureau à Bruxelles et qui ont besoin d'avoir la preuve que le projet a bien eu lieu. Donc, c'est voilà, expliquer toutes ces logiques-là et pour vraiment impliquer les personnes. Elles sont déjà impliquées dans le projet, mais les impliquer dans le suivi du FSE. Ça, c'est super important parce que quand on dit FSE ou Fonds européen, globalement, beaucoup de gens ont peur. Donc, il faut lever ce frein et cette phase pédagogique, elle est hyper importante. C'est vraiment indispensable, donc ça veut dire du temps. C'est du temps homme. C'est ce fameux binôme dont je parlais tout à l'heure qui me semble important. Moi, j'ai pas économisé sur ce temps-là. Et j'ai même dit aux acteurs sur le terrain, OK, je viens une fois, je viens 2 fois, je viens 3 fois s'il faut, pas de souci, je suis mobilisable, vous me sollicitez, enfin le binôme, vous nous sollicitez, il n'y a aucune difficulté, on est là pour expliquer. Ce qu'il faut aussi, c'est être bien clair avec l'instructeur pendant l'instruction sur les justificatifs qu'il va demander. Que ce soit les justificatifs d'éligibilité des participants, parce qu'on parle de participants et pas de bénéficiaires pour les fonds européens,
quels sont les justificatifs d'éligibilité des participants et quels sont les justificatifs de réalisation que l'on va devoir fournir. Et ensuite, les justificatifs comptables que l'on va devoir fournir. Donc, les bulletins de paye, les conventions de mise à disposition, les devis. Quelquefois, il faut même fournir plusieurs devis, puisque dans certaines organisations, pour certains montants, c'est indispensable quand on fait appel à un ou des prestataires. Et ça, il faut être très, très clair au moment de l'instruction de qu'est-ce qui va nous être demandé après. Et quand on a ce cadre qui est validé par la convention, en fait, la convention, elle reprend exactement ce qu'on a déposé dans ma démarche FSE+. Donc, ce qu'on a négocié est repris dans la convention exactement. Et là, on doit s'attacher à préparer dès le début les conditions, la méthode et les supports de justificatifs pour les renseigner. Par exemple, tout ce qui est feuille d'émargement. Les feuilles d'émargement, il faut bien faire expliquer à quel moment on signe une feuille d'émargement, dans quel cas on signe une feuille d'émargement. On ne la signe pas juste au moment de l'activité. On la signe aussi quand on a des réunions de direction ou de groupe projet. Il faut expliciter tout ça. Et tant qu'on n'a pas levé tous ces freins-là, effectivement, c'est compliqué à faire adhérer. Et l'adhésion, je suis d'accord, elle vient quand on a levé tous ces freins. Donc, il y a des personnes qui vont comprendre à la première réunion, des personnes qui vont intégrer à la deuxième et des personnes qui vont intégrer à la troisième, voire quelquefois plus longtemps. Mais si c'est vraiment le cœur de leur métier, qu'elles comprennent le sens de ce qu'elles font, c'est vraiment facilitant. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais ça demande du temps, de la pédagogie, de la méthodologie, de la structuration, parce que, enfin, dans mon cas, nous, c'était 13 délégations, donc il a fallu organiser une structuration. Très clairement, on est sous Teams, on a des équipes sous Teams, et on a structuré une arborescence très claire pour que les personnes aillent déposer les justificatifs d'éligibilité, les justificatifs de réalisation au fil de l'eau, et pas tout d'un coup, parce que là, c'est compliqué. Merci beaucoup, Anne. Comme je vois que le temps file, et vous êtes encore 83, c'est très bien. Bravo à vous. On va peut-être passer à la dernière slide. On n'a pas répondu à absolument toutes les questions, mais je pense que vous pourrez trouver les réponses complémentaires ou les envoyer par mail. Ça sera d'y répondre. Alors, juste pour dire, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les questions d'accompagnement, pour vous dire que au niveau du mouvement associatif et des membres de ce groupe de travail, on n'a pas vocation à faire de l'accompagnement opérationnel sur la question des fonds. Notre but, c'est d'essayer à la fois, comme l'a expliqué Anne au début du webinaire, de sensibiliser la DGFP, donc la Direction Générale de la Formation et de l'Insertion Professionnelle, sur les sujets problématiques au niveau des porteurs de projets, donc plutôt une fonction politique. Et dans cette fonction politique, on plaide depuis assez longtemps pour qu'il y ait une fonction d'appui aux porteurs de projets qui soit plus structurante. Donc, comme ça a été fait dans des programmations précédentes, les crédits d'assistance technique notamment puissent être dédiés à des réseaux associatifs qui puissent permettre d'accéder plus fortement à la mobilisation des fonds. Aujourd'hui, cette disposition n'existe pas. Donc, on la pousse fortement, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on peut considérer que on est encore obligé de plaider et de pousser pour favoriser un meilleur accès à ces fonds structurels, notamment pour les petites et moyennes associations qui ont peut-être moins de facilité à formaliser des projets que plus globalement. Après, il y a des réseaux associatifs comme ou des associations nationales comme les Apprentis d'Auteuil, l'Association des paralysés de France, Familles Rurales, qui font partie de ce groupe, qui appuient leurs membres sur ces questions-là pour mobiliser les fonds. Mais aujourd'hui, il y avait des questions en fait sur des appuis gratuits, des accompagnements au niveau territorial. Ce n'est pas structuré nationalement aujourd'hui, mais par contre, vous avez, comme on vous l'a dit, des interlocuteurs qui sont là. Donc, ce qu'a évoqué Céline sur l'Europe s'engage en Île-de-France ou dans les différents territoires où vous avez les interlocuteurs, les différentes GRETS, DETS,
Vous avez aussi les organismes intermédiaires, donc l'AVIV pour ce qui est le volet ESS et Pôle emploi sur d'autres volets qui peuvent donner un certain nombre d'informations. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur cette question d'accompagnement, il y a encore un trou dans la réponse. Voilà ce que je voulais dire et je vais laisser conclure Jessica si vous n'avez pas de commentaires à Anne et Céline ou des éléments. C'est parfait. Très bien. Jessica. Oui, pour conclure, on voulait juste vous partager ces quelques liens et ces éléments de ressources que vous pourrez retrouver également à la fin de notre livrable qui a été présenté plus tôt. Et donc, ce webinaire touche maintenant à sa fin. Donc, je vais commencer par remercier les intervenantes pour cette présentation et puis vous remercier à vous, participants de ce webinaire. Donc, pour votre information, je le répète, tous les éléments seront envoyés à l'issue du webinaire, donc la présentation, le livrable, les fiches de témoignage et le replay de ce webinaire sera disponible sur YouTube. Donc, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et encore merci à tous.